Bonsoir, nous avons été coupés. Je suis vraiment désolée. Nous sommes dimanche. Il y a peut-être un petit peu beaucoup de monde sur le réseau. Parce que même si nous sommes dans un monde de magie, je ne suis pas sûre. Alors, voyons. Est-ce que vous avez réussi à me suivre? Oui. Je vois que vous êtes en train de vous réinstaller. Alors, je croise les doigts pour que ça puisse continuer. Bienvenue, dites-moi si vous m'entendez bien maintenant. Ah, voilà, merci Karima d'avoir réussi à retrouver le chemin. Nous avons été coupés, je suis vraiment désolée. Même au pays des princesses, ça arrive. Même au pays des princesses, le réseau internet n'est pas fantastique. Donc, nous recommençons. Heureusement, pas beaucoup. Le roi sans héritier, donc un conte que j'ai trouvé dans les contes marocains, mais que j'avais déjà rencontré par ailleurs, je ne sais plus exactement où. Il y a très longtemps, un roi riche et puissant vivait dans un pays absolument fabuleux, un des plus beaux pays du monde. Il possédait 8 femmes et 8 juments, des palais tout aussi nombreux, magnifiques, avec des pierreries, de l'or, de l'argent, des soieries, des tissus fantastiques, et des terres dont on ne voyait pas le bout, pas de limite. Il était vraiment très riche. Son bonheur aurait pu être complet si malheureusement aucune de ses femmes ne pouvait lui donner un enfant. Et c'est vrai que pour un roi, c'est quand même très triste de ne pas avoir d'enfant. Déjà pour un homme, mais en plus pour un roi, parce qu'il ne savait pas qu'est-ce qui allait se passer une fois qu'il allait mourir. Il alla donc consulter un mage chrétien, qui lui recommanda de se marier avec une 9e femme et d'acheter une 9e jument, de construire un 9e palais. Mais il a beau avoir épousé une 9e femme, acheté une 9e jument, construit un 9e palais encore plus beau que les 8 autres, vous allez voir que malheureusement, il n'en sera pas plus heureux. Bonsoir, Jalila. Une année plus tard, sa nouvelle épouse était sur le point d'accoucher. Quelle joie! Elle allait enfin accoucher. Il était heureux. Il était heureux d'autant plus qu'il aimait cette 9e épouse de tout son cœur. Seulement, les 8 autres femmes décidèrent d'empêcher la naissance. Elles étaient jalouses. Elles se réunirent pour essayer de décider de quelle façon elles allaient pouvoir empêcher cette naissance et empêcher la 9e concubine de devenir la préférée, puisque c'est la seule qui aurait eu des enfants. Elles se rendirent donc chez une esclave avec une âme très sombre, quelqu'un de pas très gentil du tout. Cette esclave servait la coucheuse du palais, la sage-femme qui allait accoucher la maman. Et donc, elles lui ont donné plein de cadeaux, de l'or, de l'argent, des bijoux, des pièces de tissu, de la soie. Et elles lui dirent qu'elles ne voulaient pas que les enfants survivent. Elles devaient tuer les enfants. Alors je dis les enfants parce qu'en fait, on savait qu'elle attendait des jumeaux. Que la paix soit sur vous, répondit la coucheuse. Si vous m'assurez de me faire riche, je vous promets, je vous jure que le roi voudra oublier jusqu'au souvenir de son épouse, favorite de cette dernière épouse. Et donc les 8 autres concubines rentrèrent au palais un peu rassurées. De fait, au moment où naissait un joli cheval, un petit poulain de couleur miel brun,
la jeune femme, la 9e épouse, mettait au monde 2 jumeaux, un garçon et une fille, que l'esclave s'empressa d'échanger contre 2 petits chiots qui étaient morts à la naissance. Après quoi, l'esclave se précipita aux pieds du roi pour lui apprendre la mauvaise nouvelle. Le roi, saisi d'une grande colère, ordonna que sa 9e femme, qui avait fait mourir ses enfants, vive désormais au milieu des chiens, et qu'elle y élève les 2 chiots, et que de toute façon, elle n'était plus bonne à rien, et qu'elle les enterre avec les autres dans un petit coin du chenil. Quant à l'esclave à l'âme noire, elle fut encore chargée de tous les cadeaux du monde par les femmes du roi. Et puis, elle prit les 2 enfants et elle voulut aller les abandonner dans la forêt. Cependant, grâce à Allah, un Éphrite parmi les bons Éphrites avait assisté à l'aventure. Alors pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est qu'un Éphrite c'est un djinn, c'est un lutin, un gentil lutin pour lui. Il peut y en avoir des méchants, mais lui c'est un gentil lutin. Donc l'Éphrite a assisté à toute l'aventure. Donc de son ombre, il protégea les jumeaux qui étaient abandonnés dans la forêt et empêcha les fauves de les dévorer. Puis il les nourrit avec du lait de chèvre qui broutait dans la parage. Ensuite, il les prit sur son dos et franchit les airs jusqu'à son domicile où tous 2 allaient pouvoir trouver une maison où ils allaient être élevés selon leur rang. Les années passèrent et quand le jeune prince et la jeune princesse atteignirent l'âge de 16 ans, ils étaient devenus aussi savants que celui qui s'était occupé de leur éducation. Un jour, que la jeune fille étudiait dans une des bibliothèques de son père adoptif, elle découvrit un livre qui était caché un petit peu en retrait. Et dans ce livre, on racontait quel était le comportement des êtres humains. Surprise, elle le lut avec beaucoup plus d'intérêt qu'elle le pensait, parce qu'elle se rendait compte tout au long des pages que elle était bien différente de l'Éphrite et que elle et son frère, en fait, n'appartenaient pas à ce monde. Et elle pensait qu'ils appartenaient aux êtres humains et non pas aux êtres du monde merveilleux. Lorsqu'elle eut terminé le livre, la jeune fille appela son frère et lui répéta tout ce qu'elle venait d'apprendre. Donc ils décidèrent d'aller voir leur père et de lui poser directement la question. Et donc ils déclarèrent à leur papa, « On le sait, nous ne sommes pas des Éphrites, nous sommes des êtres humains et on est d'une race différente et on aimerait vraiment savoir quelle est notre histoire. » Alors l'Éphrite, ému par la curiosité et ému surtout par toutes les questions des enfants, accepta de leur conter l'histoire de leur naissance et de ce qu'il advint de leur maman. Après avoir écouté son récit avec la plus grande attention, le frère et la sœur le supplièrent de les aider à retrouver leurs parents et à se faire reconnaître par le roi. L'Éphrite était triste, il aurait voulu les garder, mais il accepta. Il savait bien que dès qu'ils allaient rencontrer le roi, il disparaîtrait pour eux. « Agrippez-vous à mon cou, leur dit-il. Allez, je vous promets de vous rendre à votre père avant la fête du Mouloud. » L'Éphrite s'élança dans les airs et les emmena ainsi jusqu'à la cité royale. Le jeune homme et la jeune fille furent déposés dans un jardin où jaillissaient des sources merveilleuses, où il y avait des fruits magnifiques sur tous les arbres. Et pendant ce temps, près du palais de leur père, l'Éphrite leur construisit un palais encore plus beau que celui du roi.
Il garnit cette belle demeure de tapis aux couleurs éclatantes, avec des coffres en bois précieux, des bijoux, avec du marbre, avec des tas de choses magnifiques. Et quand tout fut prêt, il y amena son fils et sa fille adoptifs et il les revêtit de superbes habits princiers, de soie, de perles et de beaux bijoux. Dans l'écurie, il y mit les plus beaux chevaux du royaume, et les jours suivants, leur train de vie devait dépasser celui du roi. Tout le monde les voyait, il y avait des festivités de toutes sortes, des bals, des réunions, des endroits où ils parlaient ensemble, et tout le monde les regardait avec envie. Un matin, l'Ifrite conseilla au jeune homme de prendre son cheval et d'aller le faire trotter du côté du palais dans la campagne, pas très loin de chez son père. Le roi, étonné de la magnificence du cavalier, tellement il était beau, tellement il était riche, ainsi que de la beauté du cheval, vint à sa rencontre pour faire connaissance, et donc le questionna sur sa famille. Le jeune homme répondit « J'habite le grand palais qui se dresse juste à côté du vôtre. Quant à l'origine de ma famille, je pense qu'il est encore un petit peu tôt pour vous en parler. » Le roi avait entendu parler donc de ces étrangers qui vivaient pas loin de chez lui, dans un luxe extraordinaire, et il se déclara enchanté enfin de pouvoir les rencontrer, de les connaître. Alors, profitant de ce courant de sympathie entre les deux, le jeune homme proposa à son père, qu'il ne savait pas encore, de venir le soir à sa table. Et quand le roi arriva, le jeune homme le soigna comme on l'aurait fait pour un hôte de grande marque, dû à son rang. Il y avait des plats extraordinaires qui défilèrent, interminables, portés par des serviteurs en grand nombre. On y a mangé, on y a bu, tout était bon. On n'y a pas trop bu, je vous rappelle. Vous vous rappelez les autres contes. Quand on boit trop, c'est pas bon. Mais là, juste ce qu'il fallait. Et soudain apparut, parée d'un grand cafetan brodé d'or et d'argent, belle à ravir, la jeune fille qui vint leur préparer le thé à la fin du repas. Après l'avoir relevée, après l'avoir complimentée, le roi s'enquit de la façon dont elle serait d'accord pour être remerciée. Mais la princesse répondit que vivant depuis peu de temps dans ce pays, elle serait heureuse d'entendre les histoires du royaume. Le roi, flatté, commença à raconter l'histoire de son pays. Il parla longtemps, pendant toute la nuit, jusqu'au moment où il ne put se retenir de parler de sa propre histoire et de son infortune. Il avoua que cette épreuve l'avait tourmenté tout au long de son règne, puisqu'elle concernait son épouse favorite et de ses 2 enfants, morts si jeunes. Au moment de se séparer, le roi les pria à son tour de lui rendre visite, et quelques jours plus tard, c'est tout naturellement qu'ils arrivèrent au palais. Or, en longeant une cour, les 2 jeunes gens virent une meute de chiens et un chenil. Et ils aperçurent une femme avec les chiens. Ils devinèrent que c'était leur mère. Elle était en train de se nourrir dans le même bol que les chiens. Plus loin, un superbe coursier couleur miel, qui avait été attaché à un anneau, fit un bond, regarda le jeune homme et se mit à hennir joyeusement, comme s'il avait reconnu son maître. Après avoir goûté aux mets succulents spécialement choisis par le roi pour honorer les jeunes invités, la jeune fille demanda au monarque s'il se souvenait de la femme qui avait été sa dernière épouse au moment de son accouchement. Le roi ne se souvenait plus, mais il appela la sage-femme qui l'avait aidé
lors de l'accouchement. Peut-être qu'elle se souviendrait. Elle vint et il l'interrogea. Elle avait connu toutes les femmes de la cour, les servantes, les maîtresses, et elle pouvait encore toutes les décrire, que ce soit leur regard, leur beauté, ou encore leurs caprices. La vieille femme assura qu'il lui serait aisé de retrouver la femme de l'accouchement, surtout si elle vivait encore au palais. L'Éphrite pria la jeune fille de se rendre chez la vieille femme, guidée par la nourrice, et de lui demander de la conduire jusqu'à la demeure. La vieille femme, la vieille sage, les conduit d'abord voir l'esclave à l'âme noire. Elle prétexta un accouchement à venir. L'esclave entra dans une chambre qui était vide et que l'on ferma à clé. Puis le jeune homme partit prévenir le roi. Mis en présence de l'esclave, le roi la reconnut sur le champ, et celle-ci avoua son méfait, avoua tout ce qui s'était tramé autour de la pauvre mère, il y avait de cela 16 ans. Suivi du prince et de la princesse, le roi soudain courut jusqu'au chenil du palais pour libérer sa dernière épouse et la supplier de lui pardonner, ce qu'elle fit sans peine, car elle l'aimait. Et soudain cette pauvre femme, qui avait cru ses enfants morts pendant 16 ans, les a retrouvés. Elle les regarda et se mit à pleurer. Elle les croyait perdus à jamais, et là, d'un seul coup, elle retrouvait ses enfants et son mari. Et ce furent les premières femmes du roi, vous savez, les 8 premières femmes, les jalouses, capables seulement de méchanceté. Eh bien, elles prirent la place de la dernière épouse. Elles revinrent et on les mit dans le chenil. Alors, le prince s'en alla chercher le cheval coureur de miel brun, qui était ce petit qui était né le même jour que lui, et le conduisit dans sa propre écurie. Mais lorsqu'il voulut arriver dans son château, juste devant, il n'y avait plus que le désert. Ce beau château avait disparu. Il n'y avait plus ni arbre fruitier, ni fontaine, ni marbre, ni soirée. Tout avait disparu. Et l'Éphrite aussi, car leur nouvelle vie allait être désormais auprès de leurs parents, dans le beau château du roi. Et voilà. Voilà, ce conte est terminé. C'est fini pour ce soir. Je vous souhaite une bonne nuit. Reposez-vous bien. Et surtout, rendez-vous au pays des rêves. Je vous invite à me retrouver demain. Allez, au revoir.